Vous écoutez On lit pour vous. Grandir comme enfant de la loi 101 à Montréal, un texte de Toula Drimoni, paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Comment un bouleversement légal a créé des générations aux appartenances multiples. Quand Stéphanie Valenzuela a été élue mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce lors des élections municipales de 2025 à Montréal, elle est devenue la première Montréalaise d'origine philippine à occuper un tel poste dans la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord. Pour Valenzuela, qui a grandi en parlant l'anglais et le tagalog, il s'agissait d'un accomplissement hautement symbolique. Un aboutissement qu'elle attribue en grande partie à la loi 101, la Charte de la langue française du Québec, qui impose aux enfants issus de l'immigration de fréquenter l'école française. « Je suis reconnaissante envers la loi 101, affirme Valenzuela, parce qu'à l'époque, si mes parents avaient eu le choix, par simplicité et par crainte de ne pas pouvoir nous aider avec les devoirs, ils nous auraient probablement inscrits dans une école anglophone. » Valenzuela a donc fréquenté l'école française avant d'être diplômée du Collège Vanier et de l'Université McGill. Aujourd'hui, cette fonctionnaire multilingue attribue à la loi 101 le fait de pouvoir communiquer efficacement en français, ce qui, selon elle, a grandement élargi ses perspectives professionnelles. Échanger avec ses concitoyens. À titre de directeur de cabinet de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, Glenn Castaneira passe ses journées à l'écoute des préoccupations des citoyens. À l'hôtel de ville, son 9 à 5 se déroule majoritairement en français. Une fois à la maison, c'est plutôt en anglais que Castaneira échange avec sa conjointe, une cardiologue qui travaille dans un hôpital francophone. Avec leurs 2 enfants, les parents multilingues discutent en français ou en portugais. Ayant grandi dans le restaurant de ses parents, le Coco Rico, Castaneira a grandi en parlant exclusivement portugais avec eux, ainsi que ses grands-parents. « Je n'étais pas destiné au métier que je pratique aujourd'hui, déclare-t-il. J'ai grandi derrière le comptoir d'un restaurant et croyais que j'y passerais le reste de ma vie. Il n'y a rien de mal à ça. Mais je ne peux assez souligner à quel point le fait de pouvoir m'exprimer en français et en anglais, ainsi qu'en espagnol et en portugais, m'a ouvert des portes. Être en mesure d'échanger avec ses concitoyens dans leur propre langue s'est avéré, croit-il, un atout majeur. C'est un avantage non négligeable, concède-t-il. Quand les gens savent qu'ils peuvent vous parler dans leur langue et qu'ils sentent que vous les comprenez, ça fait tomber les hésitations quand il est question de gagner leur confiance. Génération trilingue. Valenzuela et Castaneira sont représentatifs de plusieurs générations de Québécois allophones entièrement ou partiellement scolarisés en français depuis l'adoption de la loi 101 en 1977. Cette loi a fait du français la langue par défaut des affaires, de la communication et de la culture au Québec. Une décision législative qui a transformé à jamais le visage de la province et, par le fait même, les identités linguistiques et culturelles des non-francophones de la province. De l'auteur Kim Thuy à l'humoriste Sugar Sammy, en passant par la mairesse actuelle de Montréal, des générations d'immigrants et d'allophones ont entamé leur vie au Québec en parlant l'hindi, le grec, le vietnamien ou l'espagnol, pour éventuellement adopter le français
comme principale langue d'usage et de travail. Même s'ils parlent toujours leur langue maternelle à la maison ou l'anglais avec leur entourage, le français est la langue dans laquelle ils travaillent et vivent. Grâce à eux, Montréal affiche l'un des plus hauts taux de trilinguisme au Canada. Une période de bouleversement. Difficile d'imaginer une autre ville où des politiques ont eu un impact aussi important sur le parcours des individus, façonnant ce que la documentariste Anita Aloisio appelle des caméléons, c'est-à-dire des adultes d'une grande adaptabilité, ouverts à la pluralité culturelle et linguistique. En tant que cinéaste, une grande partie des recherches menées par Aloisio s'articule sur la difficulté de se forger une identité dans un lieu où les politiques linguistiques occupent une place prépondérante. Son documentaire de 2007, Les enfants de la loi 101, explore cette politique linguistique et son impact sur les immigrants de deuxième génération dont elle-même fait partie. La façon dont la loi 101 m'a influencée est une question fondamentale qui a alimenté mon travail tout au long de ma vie, explique-t-elle. La mise en place de politiques visant à protéger la langue française ne s'est toutefois pas faite sans période de tension. À la maison, Aloisio parlait italien et a commencé l'école quelques mois à peine après l'adoption de la loi 101. Les établissements scolaires n'étaient pas prêts à ce changement et à l'arrivée massive de nouveaux étudiants, se remémore-t-elle. Il y avait beaucoup de confusion et de bouleversement. Bien qu'elle reconnaisse que l'apprentissage du français lui a été bénéfique, elle estime que cela s'est fait au prix de certains sacrifices. Pendant ses 6 années d'école primaire, Aloisio a été forcé de changer d'école 4 fois en raison d'un manque de place. Ma génération a été parachutée dans un système qui n'était pas prêt à nous accueillir. Il y avait encore tant de choses à mettre en place, déplore-t-elle. Si le français est prospère au Québec aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à nos sacrifices. Vous écoutez Grandir comme enfant de la loi 101 à Montréal, un texte de Toula Drimoni, paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Contrainte ou bénédiction? Evtia Michalakis reconnaît qu'un certain niveau de contrainte est inévitablement requis lors de l'adoption et de l'application d'une loi visant à encadrer une population. L'auteur est professeur agrégé d'études francophones et de langue à l'Université Brandon au Manitoba, a grandi à Montréal en parlant le grec à la maison, mais a reçu une éducation trilingue. Selon elle, la loi 101 est une double contrainte. C'était une obligation nécessaire, mais elle ne s'est pas faite sans rancœur, ni sentiment d'exclusion. En même temps, elle a quelque chose de fascinant, puisqu'elle permet de se définir par plus d'une facette. Ce n'est qu'en quittant le Québec que Michalakis a réalisé l'importance qu'avait jouée la loi 101 à forger son sentiment d'appartenance à une communauté francophone. Après avoir passé près d'une décennie à l'extérieur de la province, je constate à quel point j'étais différente. 50 ans après que la loi 101 ait modifié le paysage linguistique québécois, la langue demeure un sujet controversé, alors que les anglophones et allophones sont souvent perçus comme des menaces, malgré leur maîtrise du français. On met beaucoup de poids sur les épaules des nouveaux arrivants pour qu'ils contribuent à l'avancée et à la pérennité de la langue française, affirme Aloisio. Franchement, ce n'est pas à eux seuls d'en assumer la responsabilité. Entre deux identitaires. Distillée dans un brouhaha politique constant,
La maîtrise du français des enfants de la loi 101 est pourtant une preuve indéniable que les lois linguistiques du Québec ont réussi à freiner l'érosion de la langue. Pourtant, cette pluralité culturelle et linguistique acquise par les enfants de la loi 101, tout en devant composer avec le choc de différentes attentes sociétales, culturelles et linguistiques, peut s'avérer une arme à double tranchant. C'est particulièrement vrai lorsque les communautés auxquelles ils appartiennent ne sont pas toujours prêtes à accueillir ces mutations. Je me sentais prise entre deux feux, confie Anita Aloisio. Au cours de ma vie, une des principales difficultés à laquelle j'ai dû faire face a été de comprendre qu'une fois que la langue s'émisse en toi, ça change ton identité et fait de toi un inconnu au sein de ta propre communauté. Par contre, ça ne fait pas de toi non plus un membre à part entière de cette autre communauté linguistique. Alors tu te retrouves coincé dans une sorte d'entre-deux, explique Mihailakis. La loi 101 a généré des générations uniques et magnifiques de gens multilingues qui s'identifient comme étant québécois et parlent le français, mais sont souvent en conflit avec les conceptions souvent archaïques des Québécois, de quoi ils ont l'air et comment ils s'expriment, ajoute Aloisio. Au fil de ses voyages, elle a constaté que les gens sont fascinés par son identité plurielle et la facilité avec laquelle elle passe d'une langue à l'autre. En tant qu'enfant de la loi 101, elle s'estime souvent flouée par ce Québec qu'elle adore et auquel elle s'identifie, mais qui refuse de lui rendre l'appareil. On vit avec des rappels constants des limites de notre appartenance. Je suis née ici, j'ai été élevée ici, mais on me fait encore des commentaires sur mon accent. Malgré les critiques affirmant que la loi 96, la récente refonte de la Charte de la langue française, va beaucoup trop loin, peu de Québécois seraient prêts à nier que l'apprentissage du français est indissociable d'une intégration réussie. Célébrer au lieu de débattre. Les enfants de la loi 101 sont aujourd'hui un moteur pour Montréal, affirme Stéphanie Valenzuela, qui considère le français comme une composante de son identité. Il contribue à notre secteur économique, à notre système de santé, s'implique en politique et dans plusieurs autres secteurs. C'est en raison de ces réussites que Glenn Castanera compte envoyer ses enfants à l'école française, même s'ils sont admissibles à l'enseignement en anglais. Si plus tard ils souhaitent fréquenter un cégep ou une université anglophone, ce sera leur choix. Mais pour l'instant, il n'y a pas une once de doute qu'ils feront d'abord l'école en français parce qu'on sait qu'il s'agira pour eux d'un immense avantage, peu importe où ils choisissent de s'établir plus tard. Pour Mihailakis, la compréhension du français va bien au-delà d'une simple contribution à l'économie ou des données statistiques souvent instrumentalisées par les politiciens. La loi 101 m'a permis de mener une vie complexe et épanouie en tant que francophone, affirme-t-elle. Devenir une auteure capable de s'exprimer artistiquement en français a ancré en moi un sentiment de liberté que je ne ressentais pas auparavant. Il y a là quelque chose de souverain. Ça permet de s'affranchir de certaines attentes. Un accès élargi à l'information constitue un autre apport important du multilinguisme. Chaque jour, je peux lire The Economist et Le Figaro. Le matin, j'écoute Tout un matin sur les ondes d'Ici Première, puis je passe à CJAD ou je lis The Gazette. Je lis aussi les nouvelles du Portugal et du Brésil. Je consomme de l'information et du divertissement dans toutes les langues que je parle. En tant que génération charnière, qui ont établi des ponts entre les mondes linguistiques
et redéfinissent activement le Québec d'aujourd'hui, les enfants de la loi 101 souhaitent que la pluralité culturelle issue de cette législation soit pleinement reconnue et valorisée. Notre bilinguisme et trilinguisme sont des forces, dit Valenzuela, catégorique. C'est une fierté. Il y a quelque chose d'à la fois unique et magnifique dans le fait d'appartenir à plusieurs cultures, tout en accordant une place prédominante aux Français, conclut Anita Aloisio. J'ai l'impression qu'on ne le souligne pas assez. C'était Grandir comme enfant de la loi 101 à Montréal, un texte de Tula Drimoni, paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Être végétarien, moins de chances d'être centenaire que les mangeurs de viande. Un texte de Chloé Cazé, paru le 10 juillet 2026 dans Futura Science. Une étude récente suggère que les personnes végétariennes auraient moins de chances d'atteindre 100 ans que les consommateurs de viande. Ces recherches remettent-elles en cause les avantages des régimes végétaux? Une nuance s'impose car ces résultats ne concernent qu'une catégorie de personnes dont les besoins nutritionnels diffèrent significativement. Selon une étude publiée en début d'année, les personnes s'abstenant de manger de la viande pourraient être moins susceptibles d'atteindre l'âge de 100 ans que celles qui en consomment. Toutefois, avant de remettre en question votre régime végétalien ou végétarien, sachez que ces travaux appellent une analyse plus nuancée. Des travaux de recherche publiés en début d'année ont révélé que des individus suivant un régime excluant la viande avaient une moindre probabilité de vivre centenaire que ceux qui en consommaient. Cette conclusion a été tirée à partir de l'analyse de données collectées durant le suivi, jusqu'en 2018, de plus de 5000 adultes chinois âgés de 80 ans et plus. Tous avaient participé à l'enquête longitudinale chinoise sur la longévité en bonne santé, Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, une étude représentative menée à l'échelle nationale et débutée en 1998. De prime abord, ce résultat semble contredire ceux produits par les recherches menées durant des décennies qui démontrent que les régimes à base de plantes sont bénéfiques pour la santé. Les régimes végétariens, par exemple, ont été systématiquement associés à des risques moindres de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 et d'obésité. Ces vertus découlent en partie d'un apport plus élevé en fibres et d'une consommation réduite de graisses saturées. Dès lors, comment expliquer ce paradoxe? Avant de tirer des conclusions définitives, plusieurs facteurs déterminants doivent être pris en considération. Les besoins de l'organisme évoluent avec l'âge. Cette nouvelle étude s'est concentrée sur des adultes de 80 ans et plus, dont les besoins nutritionnels diffèrent sensiblement de ceux des individus plus jeunes. En effet, à mesure que nous vieillissons, des modifications physiologiques altèrent à la fois nos apports alimentaires et nos besoins en nutriments. Notre dépense énergétique diminue et dans le même temps, notre masse musculaire, notre densité osseuse et notre appétit déclinent elles aussi souvent. Ces changements accroissent le risque de malnutrition et de fragilité. À l'inverse, la majeure partie des preuves relatives aux bienfaits des régimes excluant la viande provient d'études menées sur des adultes jeunes, plutôt que sur des populations âgées et fragiles. Certaines recherches suggéraient déjà que les non-consommateurs de viande les plus âgés font face à un risque plus élevé de fractures, en raison d'apports moindres en calcium et en protéines. En fin de vie, les priorités nutritionnelles changent. Il ne s'agit plus de se focaliser sur la prévention des pathologies chroniques à long terme,
mais plutôt sur le maintien de la masse musculaire et la prévention de la perte de poids. Il s'agit de s'assurer que chaque bouchée avalée soit riche en nutriments. Les conclusions de l'étude pourraient donc avant tout refléter les conséquences de ces défis nutritionnels propres au grand âge, plutôt qu'un problème intrinsèquement lié au régime à base de végétaux. Il est en outre crucial de souligner que ces résultats ne contredisent en rien le fait que de tels régimes ont des bénéfices sanitaires pour les adultes plus jeunes et en meilleure santé. Le paradoxe de l'obésité. Un point fondamental de ces travaux mérite également d'être souligné. La probabilité moindre d'atteindre 100 ans chez les non-consommateurs de viande n'a été observée que chez les participants présentant une insuffisance pondérale. Aucune association de ce type n'a été relevée chez les adultes âgés de poids normal. Or, on sait déjà qu'au grand âge, l'insuffisance pondérale est fortement corrélée à une augmentation du risque de fragilité et de mortalité. Le poids corporel semble donc être un facteur clé pour expliquer ces résultats. Il convient également de rappeler qu'il s'agit d'une étude observationnelle, ce qui signifie qu'elle met en évidence des associations plutôt que des rapports de cause à effet. Dans ce type d'étude, la concomitance de deux phénomènes n'implique pas nécessairement que l'un engendre l'autre. Ces observations s'alignent par ailleurs avec ce que l'on nomme le paradoxe de l'obésité. Au cours du vieillissement, présenter un poids corporel légèrement plus élevé est souvent lié à une meilleure survie tardive. À ce sujet, il faut noter que la diminution de la probabilité de devenir centenaire n'était pas manifeste chez les non-consommateurs de viande dont l'alimentation incluait du poisson, des produits laitiers ou des œufs. Or, ces produits fournissent des nutriments essentiels au maintien de la santé musculaire et osseuse, notamment des protéines de haute qualité, de la vitamine B12, du calcium et de la vitamine D. Les adultes âgés qui avaient suivi ces régimes étaient tout aussi susceptibles de vivre jusqu'à 100 ans que les consommateurs de viande. Les chercheurs suggèrent que l'inclusion de quantités modestes d'aliments d'origine animale pourrait aider à prévenir la dénutrition et la perte de masse musculaire maigre chez les personnes très âgées par comparaison avec les régimes strictement végétaux. Ce que ces travaux impliquent pour un vieillissement en bonne santé. Plutôt que de chercher à déterminer si un régime est universellement supérieur à un autre, le message clé à retenir est que la nutrition doit être adaptée à chaque stade de la vie. Nos besoins énergétiques déclinent avec l'âge, en raison de la baisse de la dépense énergétique au repos, mais certains de nos besoins en nutriments augmentent. Les adultes âgés doivent continuer à veiller à se procurer des apports adéquats en protéines, vitamine B12, calcium et vitamine D, tout particulièrement pour préserver la masse musculaire et prévenir la fragilité. Durant le grand âge, la prévention de la malnutrition et de la perte de poids devient souvent prioritaire sur la prévention des maladies chroniques qui risqueraient de survenir sur le long terme. Dans un tel contexte, les régimes à base de plantes demeurent également des choix sains, mais qui peuvent exiger de mettre en place une planification rigoureuse et, dans certains cas, une complémentation alimentaire pour garantir l'adéquation nutritionnelle, particulièrement chez les plus âgés. En définitive, nos besoins nutritionnels à 90 ans peuvent être radicalement différents de ceux que nous avions à 50 ans. Les conseils diététiques se doivent de refléter ces évolutions tout au long de l'existence. Ce qui est optimal pour vous aujourd'hui pourrait nécessiter des ajustements avec le temps, et c'est parfaitement normal. C'était « Être végétarien, moins de chances d'être centenaire que les mangeurs de viande », un texte de Chloé Cazé, paru le 10 juillet 2026 dans Futura Science.
Les tourbières des mangeuses de carbone. Un texte de la rédaction paru le 23 janvier 2022 dans Québec Science. En 2020, une équipe de scientifiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, a découvert que les tourbières stockent beaucoup plus de carbone que les arbres. Ceci vient bouleverser les préjugés favorables envers les arbres en ce qui concerne le stockage de carbone dans la nature. La tourbe est composée de matière organique partiellement décomposée, parfois riche en minéraux. Elle s'accumule sur la roche-mère et la recouvre sur une épaisseur pouvant atteindre plusieurs mètres. Les scientifiques ont prélevé des échantillons dans cette tourbe à l'aide d'un carottier, un outil permettant de sortir la tourbe sous forme de longs tubes étroits appelés carottes. Ils devaient enfoncer le carottier dans la tourbe à une profondeur d'environ 1 mètre pour ensuite remonter un échantillon. C'était un travail difficile puisque la tourbe était parcourue de racines monstrueuses. Nous avons ensuite divisé ces échantillons en petits carrés que nous avons brûlés afin de connaître par soustraction de la masse la quantité de carbone contenue dans la tourbe, explique Joanne Boulne, premier auteur de l'étude. Selon leurs estimations et calculs, après un millénaire, la tourbe peut absorber jusqu'à 10 fois plus de carbone que les arbres dans les forêts boréales. Au fil du temps, les forêts boréales ont pu contribuer à la conservation de 272 milliards de tonnes de carbone, ce qui est l'équivalent du poids de 21 milliards d'autobus scolaires en couvrant 8% de la surface terrestre. En comparaison, la tourbe a stocké à peu près 415 milliards de tonnes de carbone en couvrant seulement 2% de la Terre. Grâce à cette découverte, nous pensons que le gouvernement devrait modifier ses initiatives et ses buts en ce qui concerne les plans de réduction des gaz à effet de serre. Même si la plantation de 2 milliards d'arbres favorise énormément l'environnement, on devrait prioriser la protection primordiale des tourbières existantes, puisque la formation de celles-ci prend des millénaires, explique Joanne Boulne. Les chercheurs ont été surpris par la capacité de la tourbe à stocker plus de carbone que les arbres. C'était un sujet tellement peu exploré, puisqu'il y a eu peu de recherches publiées sur l'accumulation de carbone dans les tourbières. La tourbière est un biome très intéressant que mon équipe et moi voulons explorer et comprendre davantage, explique Joanne Boulne. C'était « Les tourbières des mangeuses de carbone », un texte de la rédaction paru le 23 janvier 2022 dans Québec Science.